Le 17 août 2021, 15 heures, temps universel. Nord du Mali, région de Ménaka, forêt de Dangalous. Un drone MQ-9 Reaper de l'armée de l'air française, immatriculé sous le nom de code Bruno, tourne à 5000 mètres d'altitude depuis 40 minutes. Ses capteurs infrarouges balayent une piste sablonneuse qui traverse la lisière est du massif. 2 motos apparaissent dans l'axe, roulant en file. Sur la seconde, un passager. Casque à visière rabattu. Turban clair. Le pilote du Reaper est en France, à Cognac, dans une station de commandement à 5500 km de la cible. Le décalage satellite est d'1 seconde et demie. L'homme sur la seconde moto est Adnan Abou Walid al-Sahraoui, ennemi numéro 1 de la République française au Sahel. 2 missiles Hellfire AGM-114 quittent les rails du Reaper à 15h11. Le premier touche la première moto, le second touche la seconde. Il n'y a plus rien à filmer. Le silence dure 20 secondes. Puis, les caméras du Reaper reprennent la surveillance en large cercle concentrique pour vérifier qu'aucun renfort djihadiste ne s'approche du site d'impact. À 17h, 2 hélicoptères Caracal du commandement des opérations spéciales décollent de la base de Niamey avec une équipe d'identification. Ils atterriront à Dangalou à 18h30. Dans la nuit, l'identification par tous les critères disponibles confirme que la cible est bien sahraoui. Depuis 4 ans, cette identification était l'objectif prioritaire numéro 1 du commandement français au Sahel. La chaîne de responsabilité opérationnelle remonte au chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhard, et à l'Élysée. Le président Emmanuel Macron a signé l'autorisation d'engager la cible dans la matinée du 17 août. Le dossier sahraoui est classé sur son bureau depuis 4 ans. Chaque semaine, une mise à jour de la direction du renseignement militaire. Chaque semaine, la même conclusion. La cible reste dans les forêts du triangle Mali-Niger-Burkina Faso. Les Français ne l'ont pas trouvée. Les Américains non plus. Cette chaîne a commencé en octobre 2017, à 5000 km à l'est, au village de Tongo Tongo, dans l'ouest du Niger. Une équipe des forces spéciales américaines du 3e groupe des Special Forces, 12 Green Beret, escorte un peloton de l'armée nigérienne dans une mission de reconnaissance. Ils tombent dans une embuscade préparée par une 50aine de combattants de l'État islamique au Grand Sahara. Le combat dure 3 heures. 4 Américains sont tués. Le staff sergent Brian Black, le staff sergent Jeremiah Johnson, le staff sergent Dustin Wright, le sergent LaDavid Johnson. 5 soldats nigériens tombent avec eux. Sahraoui revendique l'attaque publiquement dans une déclaration audio 2 semaines plus tard. Tongo Tongo entre dans l'histoire militaire américaine comme la première perte de forces spéciales sur le continent africain depuis Mogadiscio en 1993. L'enquête interne du Pentagone dure 10 mois. Elle recommande la révision des règles d'engagement et de la coordination avec les unités locales. La chasse à Sahraoui devient prioritaire pour l'Africom. Le département d'État américain place le nom du chef djihadiste sur son programme Rewards for Justice avec une prime pouvant aller jusqu'à 25 millions de dollars. C'est l'un des plus gros montants offerts pour un individu vivant en Afrique. Le programme reste actif pendant 4 ans, personne ne réclamera cette prime. Le nom réel de Sahraoui est Lebib Ould Ali Ould Saïd Ould Youmani. Né en 1973 dans le Sahara occidental, au sein du peuple sahraoui, tribu Régibat. Adolescent, il rejoint le Front Polisario, le mouvement de libération sahraoui. Formation militaire de base dans les camps de Tindouf, en Algérie. Il quitte le Polisario au tournant des années 2000, part au nord du Mali, entre dans les cercles djihadistes montants du Sahel. En 2011, il est au sein d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En 2012, il fonde le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Mujao. En mai 2015, il prête allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi. Il devient le premier émir de l'État islamique au Sahara. L'État islamique au Grand Sahara, sous son commandement, contrôle un triangle géographique de plus de 150 000 km² à cheval sur 3 pays. Terrains désertiques, plateaux, forêts éparses, absence de routes goudronnées, aucun État présent au-delà des chefs-lieux. Environ 2000 combattants sous son autorité directe au sommet de la période. Armement pris à l'armée malienne et à l'armée nigérienne lors d'attaques successives. Combattants recrutés parmi les tribus Peul, les jeunes désœuvrés de Gao, Ménaka, Ansongo, plus des étrangers venus de Libye. Sahraoui lui-même se déplace en permanence, jamais de nuit au même endroit, sans téléphone satellite,
avec un cercle réduit de 3 à 5 gardes rapprochés. Contre ce dispositif, la France déploie l'opération Barkhane depuis août 2014. 5100 soldats français au sommet, 5 bases opérationnelles avancées, un état-major à N'Djamena au Tchad, une flotte aérienne de Reaper, Mirage 2000, Rafale, Atlantique 2, hélicoptères Tigre, Caracal, Cougar, Doctrine, traque conjointe avec les armées locales, appui-feu, renseignement humain via les tribus, frappe ciblée sur les émirs. Sahraoui est en tête des cibles depuis Tongo Tongo. Barkhane a nettoyé plusieurs échelons intermédiaires du chef djihadiste. Le sommet reste hors de portée pendant 4 ans. La direction du renseignement militaire française travaille l'affaire en profondeur. Elle dispose au Sahel de moyens que n'a jamais eu le renseignement américain sur le même terrain. Réseau d'agents locaux hérités de la présence coloniale et post-coloniale française en Afrique de l'Ouest. Officiers de liaison intégrés dans les états-majors maliens et nigériens. Interprètes bilingues français tamashek, français peul, français arabe hassania, passeurs traditionnels connaissant chaque piste depuis la génération de leur père. Le renseignement humain, la HUMINT, prime sur le renseignement satellitaire dans un terrain où les convois sont invisibles sous la canopée sèche. La bascule intervient au début juillet 2021. Une opération commando du COS près de Ménaka intercepte un convoi de dépenses de l'ISGS et capture vivant 3 cadres intermédiaires. Interrogatoire. Selon les procédures rendues publiques 10 ans après, les cadres capturés livrent en échange de garanties personnelles la localisation approximative de la base opérationnelle utilisée par Sahraoui entre juin et août 2021, la forêt de Dangalous. Une bande de savane arborée sur 50 km de long, 15 km de large à moins de 10 km de la frontière nigérienne. Zone impossible à couvrir en permanence, mais désormais surveillée en priorité. Les Reapers français reprennent immédiatement leur patrouille au-dessus de la zone. Le 33e escadron de drones, basé permanent à Cognac en France, avec un détachement opérationnel à Niamey, dispose alors de 5 MQ-9 Reaper achetés en 2013 aux États-Unis. Les appareils sont armés depuis 2019, après 3 ans de vol non armés. Le lot est peint en gris désert. Chaque appareil porte un nom individuel. Bruno, Roland, Guy, Gilles, Michel. Ce sont les prénoms des 5 pilotes du régiment de chasse Normandie-Niemen tombé en Union soviétique en 1944. Chaque équipage sait pourquoi son appareil porte un nom. Chacun se souvient de qui. Au sol, à Cognac, la station de commandement du 33e escadron est enterrée sous béton, protégée contre les intrusions électroniques. 2 pilotes en simultané par vol, un officier renseignement, un officier tir, rotation toutes les 4 heures. Les pilotes ne quittent jamais leur poste sans relève verrouillée. Le décalage satellite avec le Sahel est d'1,5 seconde. Il faut apprendre à tirer avec ce délai. Un tireur d'élite en Cognac atteint un objectif à Ménaka avec une précision de moins de 3 mètres. Le tir n'est plus une prouesse individuelle, c'est un système. Pendant 2 semaines, à partir du 1er août 2021, les Reapers décrivent des cercles au-dessus de Dangalous, à des altitudes échelonnées entre 4 et 6 000 mètres. Ils cherchent le déplacement de Sahraoui. Sa règle est de ne jamais rouler de jour. Ils se déplacent la nuit, à moto, en groupe de 2 ou 3 véhicules. Le renseignement français corrèle les mouvements de moto avec les repas rassemblements des cellules ISGS. Chaque nuit fournit des données. Chaque matin, la direction du renseignement militaire à Balard reçoit les captures thermiques du Reaper de la veille. Chaque semaine, la carte des trajets se précise. Le 16 août au soir, l'analyse recoupe 2 trajets de moto partant du même point de campement en direction du même hameau à 15 km à l'ouest. Corrélation forte avec la présence de Sahraoui. Le lendemain matin, 17 août, à 5 heures, le Reaper Bruno est en vol depuis Niamey. Il prend son quart au-dessus de Dangalou à 7 heures. Il ne quittera pas la zone. À 13 heures, il enregistre le mouvement de 2 motos vers l'ouest. Confirmation biométrique par capteur thermique croisé avec le profil de silhouette. La chaîne de décision remonte à Balard, puis à l'Élysée. Autorisation donnée à 14h50. Le tir est cadré. 2 missiles Hellfire. Après l'impact, le Reaper reste sur zone. Les hélicoptères Caracal du COS partent de Niamey avec une équipe mixte, forces spéciales et médecins légistes. À l'atterrissage à Dangalou, la reconnaissance visuelle des restes confirme l'identité par plusieurs marqueurs,
dont des cicatrices anciennes documentées dans le dossier Sahraoui, des vêtements identifiés par des informateurs préalablement recrutés, et l'analyse ADN de prélèvements comparée à des échantillons familiaux collectés auparavant. La confirmation est totale à minuit. Le rapport remonte à Paris à minuit 30. Le président Macron reçoit le message dans la nuit. La consigne est claire. Silence jusqu'à validation complète. Le silence tient 30 jours. 3 raisons. La première est de vérifier qu'aucune erreur d'identification n'ait été commise. Une deuxième vague de tests, un croisement avec les archives biométriques que la France partage avec les États-Unis depuis Tongo Tongo, confirme le résultat au bout de 15 jours. La deuxième raison est de protéger les informateurs qui ont livré la position. Les officiers du renseignement extraient discrètement leurs sources hors du Sahel. La troisième est politique. L'annonce se fait à un moment choisi. La rentrée politique française, un contexte européen favorable, un besoin d'un signal fort après l'échec de l'évacuation de Kaboul en août 2021. Le 16 septembre 2021, à 10h du matin, Emmanuel Macron publie un message sur Twitter. Adnan Abou Walid al-Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara, a été neutralisé par les forces françaises. C'est une nouvelle victoire décisive dans notre combat contre les groupes terroristes au Sahel. Le message est court, sec. Il ne mentionne pas le Reaper, il ne mentionne pas Cognac, il ne mentionne pas Dangalous. Il mentionne seulement le résultat. Les rédactions occidentales reprennent l'information dans l'heure, les rédactions africaines dans les 2 heures, les rédactions russes dans les 6 heures. Le lendemain, 17 septembre, le général Thierry Burkhard tient une conférence de presse au ministère des Armées, à Balard. Il confirme le tir de drone. Il confirme la vérification au sol par les forces spéciales. Il ne nomme pas l'unité. Il ne donne pas les coordonnées exactes. Il ne mentionne pas le nombre de missiles. Il parle en termes techniques. Frappe ciblée. Cible de haute valeur ajoutée. Coopération interarmée. Capacité française à traquer et neutraliser des cibles à plusieurs milliers de kilomètres des bases nationales, dans des zones sous contrôle terroriste, avec la précision d'un tir. La phrase reste dans les manuels des écoles de communication politique. À Washington, le 16 septembre au soir, la Maison-Blanche publie un communiqué formel de félicitations. La ministre de la Défense américaine, Lloyd Austin, dépose un tweet personnel. La chaîne CNN sort une chronologie des 4 années de traque manquées par l'Africom et de la traque réussie par la France. Dans les couloirs du Pentagone, selon plusieurs sources journalistiques, dont Politico, le chef d'état-major interarmé, le général Marc Milley, aurait porté un toast informel au bureau du chef d'état-major français en poste à Washington. Ce n'était pas un événement officiel. Le Pentagone ne le mentionnera jamais dans ses communiqués publics. Mais l'anecdote circule dans les cercles diplomatiques. Ce que dit la neutralisation de Sahraoui, au-delà des chiffres et des cartes, c'est ceci. La France a réussi ce que les États-Unis, avec 10 fois plus de moyens satellitaires et de budget, n'ont pas réussi en 4 ans. La raison n'est pas technique. Le Reaper français est un appareil américain, acheté en 2013 à General Atomics. La différence tient au renseignement humain. La France dispose au Sahel d'un réseau d'agents locaux hérité de 6 décennies de présence continue. Ce réseau n'existe pas pour Washington. Ni les technologies ni les budgets ne remplacent une agent touareg qui parle avec un cousin nomade qui a vu passer une moto 3 nuits plus tôt. Le coût de l'opération est resté confidentiel. Selon des estimations de la Cour des comptes rendues publiques 2 ans plus tard, la traque de Sahraoui sur 4 années aurait mobilisé une centaine d'officiers renseignement, plusieurs milliers d'heures de vol de drones, un budget d'environ 100 millions d'euros pour la seule chasse, plus le coût des vies humaines et des équipements engagés dans les 24 opérations commando du COS liées au dossier. En regard, la neutralisation de Sahraoui a coûté 2 missiles Hellfire, environ 200 000 euros, le prix apparent du tir. Le prix réel a été payé pendant 4 ans par la direction du renseignement militaire française. À l'échelle du Sahel, la mort de Sahraoui n'arrête pas l'État islamique au Grand Sahara. En novembre 2021, la cellule djihadiste désigne un nouvel émir, Abdul Rahman al-Sahraoui, sans lien familial avec le premier, malgré le nom. La violence continue, à un rythme réduit dans les 6 mois qui suivent l'élimination du chef, puis reprend son rythme antérieur en 2022. La mort d'un chef ne détruit pas un réseau qui repose sur des cellules autonomes, mais elle envoie un message. La règle du sanctuaire est brisée. La forêt de Dangalou n'était pas un sanctuaire.
Elle est devenue une zone d'exposition. Au regard des équilibres régionaux plus larges, l'opération intervient dans un contexte défavorable. En février 2021, 6 mois avant la neutralisation de Sahraoui, la junte militaire malienne du colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir à Bamako. Le gouvernement de transition durcit son discours à l'encontre de la France. En septembre 2021, quelques jours après l'annonce de Macron sur Sahraoui, Bamako signe un premier contrat de sécurité avec le groupe Wagner russe. La rupture est en marche. En février 2022, la France annonce le retrait de Barkhane du Mali. En novembre 2022, le dernier soldat français quitte le Mali. La traque de Sahraoui aura été l'une des dernières grandes opérations françaises sur ce terrain. À Cognac, le 33e escadron continue ses vols. Les Reaper Bruno, Roland, Guy, Gilles et Michel n'ont pas cessé de patrouiller. Le théâtre a changé. Le Mali est sorti du champ opérationnel français. Le Burkina Faso l'est en 2023. Le Niger en 2024. La présence française au Sahel se réduit à Djibouti et au Tchad. Les leçons opérationnelles de la traque de Sahraoui sont intégrées dans la doctrine du 33e escadron. Chaque nouveau pilote apprend le dossier. Nom, date, méthode, renseignements humains, latence satellitaire, coordination avec les caracals, protection des sources. C'est devenu un cas d'école interne. À Ménaka et à Ansongo, les tribus qui ont fourni le renseignement décisif ont été extraites vers d'autres régions du Mali et du Niger, sous protection française jusqu'au retrait, puis sous relais européen. Leurs noms n'ont jamais été publiés. Leurs familles ont reçu un statut de protection. Certains sont depuis morts de causes naturelles. D'autres continuent, à leur échelle, de fournir des informations aux services occidentaux dans la région. La règle de la direction du renseignement militaire française sur les sources humaines est simple. On protège les sources pendant leur vie. On protège leur famille après. Adnan Abou Walid al-Sahraoui reste à ce jour le seul chef régional de l'État islamique responsable de la mort de soldats américains à avoir été neutralisés par une force non américaine. Le précédent est unique. Il ne se répétera probablement pas dans les mêmes conditions. La configuration exceptionnelle qui a permis cette opération, présence française prolongée, renseignement humain hérité, autonomie stratégique, existence d'un commandement politique capable de prendre la décision, ne se reproduit pas ailleurs. C'est un moment de l'histoire des forces spéciales françaises. Il tient à 4 années de patience, à une nuit de tir, à un homme sur une moto à Dangalou. Le 17 août 2021, à 15h11 temps universel, le pilote du Reaper Bruno à Cognac a passé son quart à son successeur à 16h. Il est sorti de la station de commandement. Il a pris son vélo. Il est rentré chez lui à Château-Bernard, à 2 km de la base. Il a dîné en famille. Il ne pouvait dire à personne ce qu'il avait fait cet après-midi-là. La consigne de silence tenait pour 30 jours au minimum. 30 jours plus tard, quand Macron a publié son tweet, la France entière a appris qu'un drone avait tué le chef de l'État islamique au Grand Sahara. Le pilote du Reaper Bruno a lu la nouvelle sur son téléphone. Il n'a rien dit à sa famille non plus. La règle du silence continuait au-delà de l'annonce. Le sergent David Johnson, l'un des 4 Américains tués à Tongo Tongo en octobre 2017, avait 25 ans. Vétéran de l'armée depuis 6 ans, il servait dans le 3e groupe des Special Forces, spécialisé sur le continent africain. Marié, un enfant, un second en route au moment de sa mort. Sa dépouille a été rapatriée 19 jours après l'embuscade. Sa veuve, Mieshia Johnson, est devenue en octobre 2017 une figure médiatique aux États-Unis à cause d'une controverse politique. 4 ans plus tard, elle a lu l'annonce de la neutralisation de Sahraoui sur son téléphone. Elle n'a fait aucun commentaire public. Sa famille a été informée par un émissaire de l'armée américaine 2 jours avant l'annonce de Macron. Le 33e escadron de drones, unité relativement jeune dans l'histoire de l'armée de l'air française, a été créé en juin 2010 pour opérer les Harfang, premiers drones tactiques français, puis a évolué vers le MQ-9 Reaper. Les équipages sont pilotes qualifiés sur avions de chasse ou de reconnaissance, reconvertis en opérateurs à distance. La sélection est exigeante. Endurance mentale supérieure à la moyenne des pilotes classiques. Capacité à rester concentré sur une même zone visuelle pendant 8 heures d'affilée sans perte d'attention. Aptitude à commander le tir sans jamais voir directement la cible. Le profil psychologique attendu se rapproche plus du chirurgien que du pilote de chasse.
les leçons opérationnelles de la traque de Sahraoui ont été partagées avec les partenaires européens. En avril 2022, une conférence classifiée à Bruxelles, sous l'égide du Commandement européen des opérations spéciales, a rassemblé les représentants des services de renseignement de 13 pays de l'Union. Le rapport français, présenté par un officier supérieur du renseignement militaire, a détaillé la méthode combinée renseignement humain et surveillance drone. Les Allemands du KSK, les Britanniques du SAS, les Néerlandais du KCT, les Italiens du Comsuban ont pris des notes. La méthode française est devenue une référence dans les cellules antiterroristes européennes actives sur les théâtres africains. L'opération contre Sahraoui s'inscrit dans une lignée de frappes ciblées françaises au Sahel depuis 2013. En novembre 2019, l'élimination d'Abdelmalek Droukdel, chef d'AQMI, par une frappe conjointe française et américaine. En janvier 2021, l'élimination de Ba Ag Moussa, un des adjoints d'Iyad Ag Ghali, chef d'Ansar Dine. Chacune de ces opérations avait mobilisé la même méthode: renseignement humain sur des mois, verrouillage progressif, autorisation politique, frappe, vérification au sol. Sahraoui n'est pas une exception, c'est un point culminant. La méthode française est éprouvée, le budget aussi. La question qui reste, après le retrait du Sahel, est de savoir où cette méthode s'appliquera désormais, et par qui elle sera utilisée face aux successeurs des chefs éliminés.